Bonjour à tous, ravi d'être là pour vous recevoir. Bienvenue pour notre webinaire d'avril. Nous allons passer les 45 prochaines minutes ensemble. Les micros sont coupés bien sûr pour éviter les bruits parasites, mais vous avez accès au chat. Vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de la présentation et nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin de la session. Donc, je suis Sophie Blachère, je suis directrice de la BU Software chez ELIAC pour vous servir et pour répondre à vos questions si besoin autour du licensing. Mais bien sûr, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour échanger autour de VMware by Broadcom. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Michael Ayash, notre spécialiste VMware chez notre partenaire Arrow, et de Philippe Granger, notre responsable avant-vente national ELIAC. Michael, Philippe, je vous laisse vous présenter une minute. Bonjour à tous, Michael Ayash, donc ingénieur avant-vente sur l'ensemble de la stack VMware. Et bonjour à tous, Philippe Granger, donc comme nous l'indiquait Sophie, responsable avant-vente au sein d'ELIAC, et c'est avec plaisir que nous animons ce webinaire pour ce mois d'avril autour de VMware. Merci à tous les deux. Alors, avant de commencer la présentation, je vais faire un petit zoom rapide sur le questionnaire de satisfaction qui vous est envoyé par email en ce moment de la part d'ELIAC. Il comprend quelques questions, très peu, mais ça nous permet d'avoir de vos retours et de pouvoir être encore plus précis pour les prochaines sessions. Je vous remercie par avance de bien vouloir prendre quelques secondes pour y répondre au terme de cette présentation. Et dès que vous y aurez répondu, vous recevrez automatiquement la présentation déroulée que vous allez voir, donc qui va être déroulée aujourd'hui. VMware, aujourd'hui. Alors, peut-on dire que c'est un éditeur qui peut crisper ou cristalliser les attentes, voire les frustrations? Notre objectif est de casser quelques idées reçues et de vous démontrer notre valeur. ELIAC est en mesure de vous accompagner sur vos projets d'infrastructure et d'articuler une stratégie structurée sur le long terme avec VMware. Philippe? Sophie, donc effectivement, on va essayer d'aborder le sujet de VMware, casser des idées reçues. Donc, les idées reçues telles qu'elles s'affichent, voilà, on parle VMware est en déclin, que les nouveaux modèles de licence ne sont pas rentables, qu'on ne peut pas s'engager à long terme. Bon, première idée reçue qu'on va essayer de démonter aujourd'hui et démontrer surtout l'inverse, que VMware n'est qu'un hyperviseur, que changer d'hyperviseur est simple et rapide, qu'on peut sortir de VMware sans impact. On va essayer de vous montrer que VMware, c'est bien plus qu'un hyperviseur. Et donc, avec Michael, on va appuyer sur la valeur technique de la solution. Et puis, notre bullet, effectivement, qui ressort souvent, c'est que la partie IA, c'est que du marketing qu'on retrouve chez nombre de compétiteurs. Voilà, c'est un parti pris de parler de ces quelques éléments, parce qu'effectivement, le créneau d'une trentaine de minutes pour vous laisser le temps de poser quelques questions est restreint. Donc, j'étais obligé avec Mickaël de faire des choix sur ce dont on va évoquer aujourd'hui. Et on va pouvoir donc d'emblée attaquer la première partie. Alors aujourd'hui, quand on parle de VMware, qu'est-ce qu'on entend autour de VMware et surtout sur la partie licensing? Alors effectivement, on va parler faire un petit focus sur la partie licence, un petit focus sur, on va parler tout de suite de la stack VCF et de ce que ça représente, et derrière un petit peu de gratter un petit peu ce qu'on peut faire en termes de licence et d'engagement. Exactement, et surtout ce qui va changer pour nos clients en termes d'engagement liés à ces licences et à ces modifications de licensing. Merci Philippe. Tout à fait. Et donc, je me retourne vers Michael. Michael. Du coup, aujourd'hui, vous allez avoir trois types de licences. Vous allez avoir les licences VCF, vous allez avoir la licence VVF et vous allez avoir du VCF Edge, donc à disponibilité donc, dans votre infrastructure donc, que vous pouvez déployer. On va voir plus en détail un petit peu les types de licences. Donc effectivement, le VCF et le VVF, et puis la petite articulation du VCFE. Si on parle effectivement du VCF. VCF, donc du coup VCF, donc du coup vous allez avoir
des licences donc par cœur, donc 16 cœurs minimum avec 1 Tera donc de capacité par cœur. Bien sûr, vous allez avoir l'intégralité de la stack VMware, VCF Operation, Automation, la partie VKS, la partie NSX, donc l'ensemble vraiment de la stack la plus complète de VMware. Qui est son produit phare, on peut le dire, Oui, aujourd'hui. exactement. Exactement. Voilà. Et après, on a le petit produit qu'on a parlé, qui est un peu le méconnu, VCFE. Qu'est-ce que tu peux Oui. nous en dire? VCFE, donc c'est une stack qui va s'implémenter donc avec un VCF central, donc vraiment à condition d'avoir justement les licences VCF. On va pouvoir faire du multisite, donc avec un minimum de 10 sites sur l'environnement, et on va pouvoir déployer donc des petits stacks VCF Edge. Donc c'est un peu un complément, on va dire, de VCF pour faire plusieurs sites en fait via un site central. Ouais, mais là, on est quand même déjà sur une infrastructure assez conséquente, puisqu'on a une stack en centrale. Et après, c'est plus juste pour adresser les sites distants, les fameux sites Edge qui viennent s'adosser sur l'infrastructure centrale, effectivement. Exactement. Et puis, bon, on a le troisième qui est un peu le survivant du sacro-saint Enterprise Plus que nous connaissions. Exactement, donc le VVF, c'est un peu le Enterprise Plus, je dirais même plus. Vous avez donc en plus, vous avez la partie VCF Operation et vous avez 250 Go par corps sur la partie vSAN. Voilà. Donc ça, c'était juste effectivement pour se faire un petit rappel sur les, on va dire, les trois bundles qui s'offrent à vous. On va faire un petit focus volontaire sur la stack VCF. Et donc, cher Michael, si on regarde, quand on parle de VCF, effectivement, on voit les briques, il y a beaucoup de choses. Exactement. Donc aujourd'hui, en fait, VCF, c'est vraiment l'offre la plus complète de VMware. Vous allez avoir donc bien sûr la stack vSAN, vSAN que ce soit ESA ou ESA, donc tout dépend comment vous voulez déployer. Bien sûr, vous avez bien sûr le standard, donc le vSphere en mode Enterprise Plus, et vous avez la stack, je dirais, plus orientée monitoring, que vous allez voir en bas à gauche, donc qui est VCF Operation, qui va s'orienter sur la partie FinOps, mais pas que, la partie ressources et monitoring. Vous avez la partie Fleet Manager qui est super intéressante aussi, qui a été agrégée récemment donc dans la version 9 que vous n'avez pas auparavant, qui va s'occuper de la partie password, certificat, la partie Lifecycle Manager. Les mises à jour donc sont plus simples à mettre en place par rapport à ce que vous avez eu auparavant dans la version 8. Et sur le côté droit, bien sûr, vous avez donc le grand classique, le VKS, donc qui était auparavant qui s'appelait Tanzu, maintenant qu'on C'était appelle tendu, ça. ouais, Oui. exactement, qu'on appelle maintenant VMware Kubernetes Services, qui est inclus dans la stack. La partie NSX, donc toujours la partie réseau qui est intégrée. Et bien sûr, après, vous avez des add-ons que vous pouvez agréger en plus de la stack VCF, comme Site Recovery Manager ou voir Load Balancing, et la stack, ce qu'on appelle, qui n'est pas sur la présentation, mais qui s'appelle VDefend, qui est aussi une stack intéressante sur la partie microsegmentation. Et effectivement, la stack VCF, c'est ce qui cristallise un petit peu pas mal de sujets lorsque nous abordons des problématiques d'infrastructure. Parce qu'historiquement, un vSphere, un vCenter, et voilà, c'était le commun qu'on rencontrait dans toutes les infras. Et effectivement, on aborde peu le fait que toutes ces briques aujourd'hui soient disponibles et composent réellement VCF et ne pas le voir que par le prisme vSphere uniquement. Les licences, ça a toujours été problématique, de toute façon. Ah oui. Je vais voir. Alors, les licences, alors maintenant, ça a complètement changé. Il faut savoir qu'on avait une visibilité un peu plus cloisonnée. On ne savait pas où était son site ID, comment ces licences étaient expirées, le type de licence, etc. C'était vraiment un environnement qui était, je dirais, un peu plus cloisonné, plus compliqué. Aujourd'hui, justement, Broadcom a justement changé ce type-là et a simplifié les choses sur donc différents défis donc par rapport aux licences, dont on va voir justement l'intérêt de la licence, donc d'avoir une méthode, je dirais, un peu plus unifiée. Ah, parce que moi, je vois des cas pratiques, effectivement, où sur le terrain, très souvent, c'est quoi mes licences, c'est quoi les expirations, on avait du composite, on avait différents éléments qu'on va voir qui avaient des dates d'expiration différentes. Et quel est mon site ID? Alors, pour le retrouver, ça peut devenir galère. Bon, ça, c'est des cas concrets. Aujourd'hui, on peut dire que voilà, ce mode-là est oublié parce qu'ils ont simplifié. Exactement. Donc, l'environnement VCF 9 a été donc simplifié. Donc, ça a une gestion beaucoup plus unifiée. Donc, on n'a plus cette notion de
prendre une clé de licence, l'agréger sur chaque environnement en standalone. Maintenant, c'est vraiment une stack, vous allez avoir tous les produits et vous allez avoir juste une licence. Donc, ça va être beaucoup plus simple, on n'aura pas 40 000 silos. Et donc, on va aller sur quelque chose, je dirais, d'unique, d'un fichier à licence unique qu'on n'avait pas auparavant, quoi. D'accord. Donc, si on regarde, on a corrigé Donc, un petit peu les l'accès, si je problématiques. peux me permettre, l'accès au fichier est aussi à simplifier. Alors, en fait, le système, c'est plus le même. Avant, on avait des clés de licence. Maintenant, donc on verra dans la présentation, maintenant on est plus sur de la licence en déclaratif, mais vous n'avez qu'une méthode de licence. Avant, c'était une clé licence pour Operation, pour Automation, pour NSX, etc. Maintenant, vous n'avez plus cette problématique-là qui était, je dirais, complexe pour chaque produit ou chaque déploiement. Merci. Et donc, effectivement, on a réduit toute cette problématique qu'on a abordée tout à l'heure. Et donc là, effectivement, sur cette planche-là, on voit ce que tu expliquais, que les différents fichiers sont tous revenus en un seul. Exactement. En fait, avant, il faut savoir que sous le sigle VMware, il y avait plus de 72 000 références, donc énormément de licences, énormément de produits, de clés de licence qui étaient un petit peu compliqués aujourd'hui, mais en fait, il n'y a qu'un seul fichier, un type de licence qui va regrouper. Donc, que vous prenez du VVF ou du VCF ou du VCF Edge, c'est un type de licence. Donc, vous n'avez pas plusieurs clés de produits ou clés de licence par environnement. Ce qui va simplifier beaucoup l'exploitation et sur le terrain, le fait de savoir qu'est-ce que j'utilise et comment je l'articule. Exactement. Ok. Alors, on peut faire du dark side apparemment. Oui, Et ça, alors c'est un mode prévu qui enfin fonctionne. exactement. Ça, c'est vraiment un plus. Vous avez deux méthodes de déclaratif de licence, soit en mode connecté, où vous agrégez donc votre VCF Operation avec le VMware Business Services et donc c'est agrégé automatiquement, donc les déclaratifs sont automatiques. Soit vous avez un mode déconnecté, où vous allez devoir déclarer vos licences tous les normalement 180 jours. D'accord. Et le cycle, Le cycle, lui, donc, du coup, c'est 180 jours. Donc, vous avez 180 jours donc, à déclarer. Si au-delà donc, des 180 jours, vous n'avez pas donc, déclaré ces licences, on va passer en période de grâce donc, de 90 jours, donc, ce qu'on appelle la période d'évaluation, ce qui laisse le temps aux personnes donc, de déclarer ces licences. Les déclaratifs de licence donc, se fait via le VCF Business Services. C'est un fichier que vous allez uploader et que vous allez agréger sur votre VCF Operation afin de déclarer vos licences sur votre cluster. voilà. Puis il y a quand même une période de grâce rallongée de 90 jours. Nous les remercions pour ça. Et donc, effectivement, bon, ces valeurs-là, pour ceux qui ont regardé un petit peu plus technique, c'est des questions à l'examen. On rigolait avec Mickaël il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, voilà, ça laisse quand même une liberté pour adresser ces problématiques de licence et de renouvellement. Bon, ça, c'est histoire de dire. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que, enfin, on peut faire du multi-year sur du VVF. C'était quelque chose qui était restreint jusqu'à présent. Vous avez du 1 an, on ne voyait pas. Aujourd'hui, on peut faire du 3 ans. On peut vraiment s'engager sur du long terme sur du VVF. Et sur le VCF, alors que moi, je parle du VxRail parce qu'effectivement, ELIAC est un des plus gros parcs VxRail et on a beaucoup de problématiques là-dessus. Aujourd'hui, on est en capacité de faire du VCF 3 ans maximum sur du VxRail et on est capable d'aller jusqu'à 5 ans avec ce qu'on appelle un plan d'adoption, c'est-à-dire qu'on va soumettre à VMware l'idée de s'engager sur 5 ans. Et quelque chose qui est très déterminant, c'est qu'on peut bloquer le prix sur cette durée, sur 5 ans. On peut payer à l'année. Et on peut s'engager à l'année. C'est-à-dire que si au bout de 3 ans, je décide de renouveler mon contrat, de rajouter des add-ons, de remodifier ce contrat, je peux me désengager de l'engagement que j'avais souscrit au début. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est différent par rapport à ce qu'on a connu ces derniers mois. Bon, on va sur le point licence, on a fait le point, on va basculer cette fois-ci un petit peu plus sur la technique. Alors justement, maintenant qu'on a fait le point sur VMware et sur son catalogue qui a été réduit, donc une simplification au niveau du licensing, on va s'intéresser plus particulièrement à la partie technique. Donc Michael et Philippe, c'est à vous. Ouais, donc on va, comme dans tous les webinaires, lorsqu'on parle d'infra,
A fortiori pour Broadcom, vous allez savoir rapidement pourquoi. On va toujours opposer les deux modèles de ce qu'on appelle le legacy ou l'architecture traditionnelle versus l'architecture hyperconvergée ou HCI. Allez, Michael, la Merci, différence Philippe. entre le tradi et l'hyperconvergé. Du coup, le traditionnel, donc c'est vrai que donc il y a toujours un débat entre l'hyperconvergence et le traditionnel. Le problème du tradi, c'est qu'on va avoir plutôt un environnement qui va être un peu plus rigide, donc cloisonné. À la différence de l'hyperconvergence, on va avoir quelque chose de beaucoup plus flexible, puisqu'en fait, on va gérer son vSAN, donc il n'y aura qu'un silo, il n'y aura pas 40 000 silos en fait à gérer. Donc c'est vraiment quelque chose où on va gagner, surtout en termes de TCO. Un exemple, ça vous évite d'acheter une baie je dirais, de disque à la rigueur par rapport à l'hyperconvergence qui est un tout en un et qui va vous permettre justement d'économiser sur cette partie-là. Donc uniquement mettre la partie, je dirais, stockage en fait sur la partie compute et de mettre ça en hyperconvergence. Ok. Donc, un grand truc phare chez Broadcom, ça a toujours été le vSAN, hein, chez Effectivement. VMware. Ouais, Et effectivement. effectivement, avec le nouveau modèle ESA, vas-y, parle-nous un petit peu. Oui, alors il y a un gros changement. Apparemment, donc, vous étiez sur, donc, pour les gens qui l'ont connu, on était sur l'OSA, donc plutôt du vSAN, je dirais, traditionnel avec des disques SAS. Depuis la V8, je dirais, une amélioration sur la V9, on a eu ce qu'on appelle du vSAN Express Storage, donc de l'ESA. On va se baser donc sur des disques NVMe, Full Flash NVMe, je précise, puisque pas uniquement du NVMe. Du coup, derrière, vous allez gagner en performance, en capacité. Donc, vous allez vraiment avoir justement la capacité et la performance du RAID 6 et du RAID 1. Ce qui fait que derrière, typiquement, un client qui va avoir du VDI va gagner en performance. Donc, cette technologie n'a rien à envier en fait par rapport à du pure storage. Typiquement, on fait toujours des comparaisons de vSAN avec d'autres précurseurs de marques de stockage. vSAN est une solution qui est très très bien sur le marché, qui est surtout sur la partie USA, et qui va vous permettre justement de gagner en performance en comparaison à ce que vous avez eu sur l'OSA à l'époque. Ouais, d'autant plus que là, le nouveau moteur, il est, pour les plus technophiles d'entre nous, il est vraiment super intéressant. Parce que VMware s'engage à dire, bon, bah, à partir de 4 ou 5 nœuds, je peux avoir une déduplication à 6 pour 1 et des taux de performance et de latence vraiment extraordinaires par rapport au modèle précédent. Et donc, comme tu dis, qui viennent titiller les bières Pure Storage. Exactement. Et l'autre effet d'annonce, effectivement, c'est que bah, sur un modèle OSA versus un modèle ESA, on parle bah, du fait de cette déduple et de la perf, on peut réduire la voilure de 30% par rapport à du stockage traditionnel. Exactement, du fait que aussi on soit sur des disques NVMe Full Flash, donc ça Ouais, change vraiment la donne. Déjà en plus vous faites abstraction au cache, ce que vous n'avez pas auparavant, quoi. ouais, donc Ouais. ça dépote énormément. Et en plus, donc, avec la déduple, donc, mine de rien, sur un renou d'infra, bah, ça fait, on peut se dégager de la partie bête de stockage, mettre du full flash NVMe, comme tu l'as bien fait remarquer, et réduire la voilure, puisque bah, voilà, 30% de disques en moins, ça fait toujours ça de gagner sur le renouveau d'infrastructure par rapport à des compétiteurs qui, eux, bah, on est obligé de rajouter de la puissance pour gérer ce stockage. Ouais. Vraiment, vraiment changeant. Memory tiering, alors c'est pas pour mettre en avant au regard du contexte d'aujourd'hui, effectivement. Vous n'êtes pas sans savoir que bah, la mémoire, ça a explosé, c'est pas fini. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, là, aucun compétiteur n'est en mesure de comprendre comment VMware le fait. Et quand on parle de memory tiering, de quoi on parle? Merci Philippe. Alors, faut savoir que le memo tiering, aujourd'hui, c'est vraiment une techno propre à VMware. Donc, sur l'aspect concurrence, vous n'avez pas vous n'avez pas ce genre de techno en fait sur les autres concurrences. C'est vraiment depuis la V9, ils ont intégré donc cette solution qui est hyper intéressante puisque aujourd'hui, on voit le coût des mémoires vives qui explose. L'avantage du memory tiering, c'est que justement, on va allouer à la partie NVMe sur le manque de ressources en fait au niveau des mémoires vives. Ce qui fait que derrière, un exemple, si je vous donne un cas,
je vais avoir un manque de 250 gigas au niveau mémoire vive. Du fait que je vais avoir des disques NVMe, je vais pouvoir allouer donc ces ressources-là sous ce manque en fait de mémoire vive. L'intérêt derrière, c'est que vous allez gagner directement donc sur la partie coût, puisque la mémoire vive a un certain coût aujourd'hui et que voilà, ça pique. Il faut savoir que c'est assez cher. Ah oui, si je dois rajouter 8 barrettes sur 8 nœuds, oui, ça me fait 64 barrettes. Voilà, tout de suite, on fait le calcul, la règle de 3, elle est conséquente. Et là, donc, en gros, je mets un disque NVMe et je peux aller chercher, je peux doubler ma mémoire, Exactement. plutôt de rajouter 8 barrettes. Donc, au lieu d'avoir 8 barrettes à 10 000, je vais mettre un disque à 10 000. Exactement. Et en plus, c'est très simple à mettre en place, hein. Vous avez juste à aller en mode SSH, vous vous connectez, vous agrégez donc le type de disque et donc vous l'agrégez au niveau des ressources et c'est vraiment très simple, hein. En mode SSH, en 10 minutes, vous avez agrégé ça. Voilà, faut juste un disque qui soit neuf et qui soit pas utilisé nullement. Voilà, Voilà, on plug le disque et après on fait un plug and play, on l'active et d'un seul coup, boum, la magie de la mémoire, le ballooning se déverse naturellement dans le disque NVMe. exactement. Et donc là, effectivement, au regard du marché, c'est un vrai gain sur le TCO. Donc, on a besoin de moins de disques pour le stockage. On peut contrer l'ajout de mémoire. Donc, in fine, on est quand même sur une empreinte technologique amoindrie. Donc, certes, la partie licence, elle est plus conséquente, mais elle a plus de stack. Mais si on regarde que sur le prisme licence, on a raté quelque chose. C'est ce qu'il faut retenir, Oui. moi, à mon sens. VCF Operation. Je pense que si on prend toutes les stacks là qu'on a présentées tout à l'heure, toutes les briques qui sont dans la stack VCF, si on a une qu'il faut retenir, c'est bien celle-là. Oui, exactement. Donc justement, on parle de réduire surtout les coûts. Il faut savoir que le matériel coûte de plus en plus cher. Nous, c'est du fait qu'on a parlé de vSAN et on a parlé du memory, mais il n'y a pas que ça. Il y a la partie aussi VCF Operation. La partie VCF Operation va vous permettre de gérer au mieux vos ressources. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas de visibilité sur leurs ressources. On va créer des machines, on va créer des environnements. Et donc, à force de créer des environnements, on va allouer ces ressources et on va trop allouer sans avoir donc en ayant ce problème-là. Aujourd'hui, j'ai eu des cas où j'avais X personnes qui me disaient bah oui, j'ai dû rajouter mémoire, j'ai dû rajouter un disque dur parce que j'avais pas le nombre de ressources nécessaires. VCF Operation va vous alerter donc sur 30 jours glissants en vous disant bah voilà, votre machine, par exemple Cohesity ou j'en sais rien, ou comme Vault, enfin n'importe quel environnement que vous avez monté donc sur votre cluster VCF, on va dire bah voilà, vous avez alloué trop de charge sur la partie, je dirais vCPU, charge sur la partie mémoire, charge sur la partie disque dur, voire même les snapshots. Parce qu'en général, on crée nos snapshots et après, on oublie justement de supprimer les anciens snapshots. Et donc, ces ressources-là, vous allez pouvoir les réduire et les allouer sur d'autres ressources. Donc, du coup, ça vous permet de au mieux gérer vos ressources et de réduire les coûts liés à votre infrastructure. Parce que créer des ressources à chaque fois à longueur d'onde, bah, au bout d'un moment, bah, vous n'avez plus de place, vous n'avez plus d'environnement et donc vous ne pouvez plus rien faire. Et donc, Operation va vous justement au mieux gérer vos ressources, mais pas que, avoir la partie inventaire, la partie, je dirais, monitoring et la partie plus en détail sur la partie, je dirais, I/O de votre environnement vSAN ou vos disques. Ouais. C'est toute la problématique effectivement de la surallocation qu'on rencontre souvent dans les refresh d'infra. On se dit mais pourquoi vous avez mis 64 Go de RAM sur cette bécane alors qu'elle n'en consomme que 10? Pourquoi vous avez mis 20 vCPU alors que ça culmine qu'à 2? Voilà, et effectivement, quand on fait le travail de fourmi, on s'évite souvent la surcharge d'infrastructures sur un renouvellement. Donc là, en fait, il y a une logique FinOps qui avance, ça allait chercher avec un produit tiers qui est là directement intégré. Oui, alors je vais juste parler d'une autre chose sur le côté droit, on parle de fleet management, donc Oui, ça c'est la partie VCF Operation, la partie FinOps et ressources, donc c'est quelque chose qui était déjà connu auparavant. Maintenant sur la partie fleet management, on a rajouté donc des ressources sur la partie identity et access, donc qui s'accompagnent parfaitement avec la partie LDAP. La partie certificat management, alors vous-même, vous savez très bien que la gestion de certificats sur vSphere, au bout d'un moment, si vous ne renouvelez pas, vous devez vous reconnecter en mode SSH pour reset vos certificats et c'est un enfer. Aujourd'hui, vous n'avez plus cette problématique-là. Les certificats sont renouvelés automatiquement. Vous avez possibilité de renouveler vos certificats automatiquement. Gestion des passwords sur l'ensemble de la stack VCF, donc que vous pouvez renouveler, que vous pouvez gérer comme bon vous semble. Et
Et je dirais la nouveauté qui me plaît beaucoup, c'est la partie Lifecycle Management, puisque aujourd'hui, il y a eu un gros changement. Quand vous checkez la partie mise à jour sur l'ensemble de la stack VCF, il y aura un pré-check. Donc en fait, ils vont vérifier en amont s'il n'y a pas un problème sur votre environnement pour pousser donc X mise à jour. Ce qui fait que vous n'allez pas faire d'erreur. Donc moi, j'ai eu des cas clients où oui, je suis passé de la version 7 à la version 8, oui, j'arrive plus à allumer ma VM, j'ai un problème, j'ai X problème. Là, en fait, vous êtes à 99%, pardon, sûr de ne pas avoir de problème, puisqu'en fait, vous avez un pré-check qui est fait automatiquement donc sur la mise à jour des fonctionnalités. Pour ceux qui ont connu VxRail, c'est le VxRail Manager qui est sorti et qui a suivi sa vie chez VMware quelque part. Alors, je dirais, c'est plutôt VxRail qui a copié VMware. Parce que ça reste une Savoir couche qui est l'œuf ou la VMware. poule, c'est un vaste débat, effectivement, mais c'est cette finalité qu'on avait, cette flexibilité en termes d'infra et éviter de repasser dans la matrice. On s'abstracte de toutes ces problématiques en termes d'opération et de gestion. Et en plus, là, on va piloter l'ensemble des workloads, c'est-à-dire si on a plusieurs clusters, on peut le faire en centrale via Operation. Exactement. Donc, on va pouvoir justement donc agréger donc, ce qu'on appelle les workload domaines, donc les domaines de prod, sites distants ou autres, donc dans son VCF Operation, et justement avoir des métriques et manager donc ces environnements-là via sa console centrale en fait de VCF Operation. Ok. Eh bien, merci, Mickaël. On pourra aborder d'autres sujets sur la stack, mais le temps va nous manquer. Je vais aborder un petit sujet, effectivement, que je souhaitais aborder parce qu'aujourd'hui, on entend de partout des projets d'IA. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde veut en faire. Comment on fait? Très souvent, on se retrouve avec des sujets drivés par le métier qui viennent, et puis on se retrouve avec une bécane ou une archi complète, soit dans le cloud public, soit posée dans la salle serveur, mais sur lequel nos équipes ne peuvent pas le gérer. Donc effectivement, il y a cette partie intégrée avec NVIDIA, donc c'est juste la possibilité d'avoir le framework et les API NVIDIA on-premise, c'est-à-dire que vous maîtrisez votre workload IA, votre serveur qui va faire les calculs, qui va aborder votre LLM, qui va gérer toute cette partie-là localement. Et vous pouvez le gérer directement, gérer ses ressources avec Operation, gérer son cycle de jour avec Fleet Operation. Et donc, effectivement, beaucoup d'éditeurs aujourd'hui s'appuient sur la stack NVIDIA qui étant présente. Donc, du coup, quelque part, pas besoin de remonter une structure complète. Il suffit d'avoir non plus un Tanzu, mais un VKS. On a un petit Kubernetes avec le workload associé, la bonne carte, et on est capable d'opérer et de piloter cette partie en centrale. Donc, c'est pas un effet marketing. Donc, effectivement, ce ne sont pas les seuls VMware à faire ça, mais ce sont été quand même des précurseurs et le partenariat avec NVIDIA est assez conséquent. Donc, il ne faut pas se dire, l'IA, je vais la traiter avec une équipe à part, sur une infra à part. Aujourd'hui, vous pouvez l'intégrer, la gérer et avoir les mêmes avantages que tout ce qu'on vous a démontré jusqu'à présent. Sur la partie technique, on va s'arrêter volontairement maintenant pour laisser un petit peu plus de temps aux questions-réponses et puis des sujets que nous pourrons aborder. Quelque chose que je voudrais mettre en avant, c'est qu'effectivement, avec Haro et principalement avec Mickaël, qui est le Night Broadcom Haro affirmé, en capacité d'utiliser sa plateforme, son lab, pour faire des démonstrations techniques, pour vraiment aller chercher une fonctionnalité. Et donc ça, c'est avec plaisir qu'on peut les adresser et qu'Eliac se joindra à Haro par l'intermédiaire de Mickaël pour vous faire une démo et vous montrer des usages de ce qu'on vous a montré, comment marche Fleet Management, comment marchent les différentes briques de la stack. Là-dessus, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Il y a des environnements qui sont prêts pour les workshops. Merci à tous les deux. J'espère que vous avez mieux appréhendé les enjeux autour des licences, les enjeux aussi autour de leur gestion, les enjeux autour des architectures et des ressources et leur optimisation, bien sûr, et aussi un petit peu de simplification, puisque comme on a regroupé, comme VMware a regroupé, ça génère de la simplification sur certains environnements.
On va passer maintenant à Eliac. Eliac, un partenaire exigeant, un partenaire expert et certifié. Et en qualité d'intégrateur accompagné de notre partenaire Haro, dont Philippe vient de vous parler, nous allons vous détailler nos missions 360 pour vous apporter pertinence et valeur autour de vos projets. Alors Philippe, que peut-on dire d'Eliac en termes d'accompagnement avant-vente architecture? Alors, l'effet démo, effectivement, je m'excuse déjà juste en préambule parce que beaucoup d'animations qui étaient prévues dans nos slides ne fonctionnent pas, parce qu'on est nombreux. Mais c'est pas grave, nous nous adaptons, c'est le principe d'Eliac, nous adapter à vos projets, nous adapter à vos problématiques. Et donc, on va aborder sur un cycle très simple, mais de bout en bout, maîtrisé de bout en bout, au niveau architecture avant-vente, au niveau commerce, au niveau intégration, au niveau support. Architecture, mais c'est comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Mickaël, c'est la capacité de vraiment de se positionner sur votre besoin, de faire des démos, de faire des workshops, d'aller chercher la brique dont vous avez besoin et d'aller chercher la vérité technique propre à votre solution. On va la concevoir. Après, on a une force commerciale qui est là, qui est elle-même certifiée sur la partie Broadcom, puisque sur l'ensemble, je reviendrai après, mais on est aujourd'hui plus d'une cinquantaine de certifications Broadcom, hein, enfin VMware. Le commerce, on va s'aligner pour aller chercher, j'ai vu une question passer rapidement sur le tarif, aller chercher la projection idoine au regard de votre projet. La projection à 3 ans, à 5 ans, avec s'il y a besoin d'add-on, s'il faut rajouter du vSAN, s'il faut gérer une problématique de renouvellement, de coterminus, voilà, on va être en capacité d'articuler cette partie-là. Bien sûr, l'intégration. C'est très important ce que tu dis sur cette partie commerciale optimisée parce qu'on a quand même l'impression que c'est très cher. Et donc, l'idée, c'est justement de regarder en fait tout ce qui est mis à disposition par VMware sur cette partie-là pour regarder l'adaptation et la façon dont le client veut dépenser son budget et comment il veut l'architecturer sur une ou plusieurs années. Voilà. Et avant tout, Eliac, sur la partie infrastructure, nous sommes intégrateurs. Notre Veritel est sur le terrain. Ça va être une capacité à installer, à configurer, à migrer votre solution et accompagner les équipes sur les premiers jours de l'exploitation et capacité de revenir pour vous accompagner sur les mises à jour. Mais malheureusement, avec Fleet Management, vous gagnez en autonomie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir quand même discuter de l'adoption de briques supplémentaires au sein de la stack. Et derrière, notre capacité de support, c'est vraiment vous accompagner sur des besoins simples comme des besoins avancés, sur des migrations a posteriori, parce que on ne peut pas forcément tout migrer, il faut y aller en plusieurs fois et ça peut générer des problématiques. Les produits évoluent également avec le temps. Et voilà, le cercle est complet, on est capable de vous accompagner de la conception jusqu'à l'exploitation, en passant bien sûr par l'intégration. Alors peut-être qu'on peut dire où se situent les sites où on peut monter des démos d'époque chez Haro, les lieux, et est-ce qu'on peut les faire en distanciel aussi? Je me permets une petite question. Alors, chez Haro, donc du coup, nous, on va montrer, donc on a un environnement VCF qui a déjà été donc déployé sur l'ensemble de la stack VCF. On va pouvoir faire du workshop. Donc, je précise, un workshop, donc démontrer l'intérêt du VCF, ce que peut apporter VCF. Donc, bien sûr, on vous a montré, donc je dirais, la présentation, mais l'intérêt aussi, c'est vous montrer un petit peu le fin fond du sujet, donc vraiment le côté technique et ce que peut apporter justement VCF Operation, voire Automation, et donc bien sûr les nouveaux types de déploiement, ce qu'on n'avait pas auparavant, puisque les déploiements aujourd'hui, la VCF 9 a changé. Vous n'avez plus déployé, donc on va dire en standalone, vous avez déployé justement je dirais quelque chose de plus unifié via un installeur en fait, et qui va faire tout en fait d'une façon, je dirais, beaucoup plus simple de ce qu'on avait auparavant. Très bien, merci beaucoup. Et Philippe? le but effectivement derrière, c'est d'être en capacité de mener des POC s'il y a besoin sur votre infrastructure, d'être en capacité vraiment je redis le mot qui est presque un mantra, c'est nous adapter à vos besoins, à vos usages. Parce que c'est le maître mot sur cette partie VMware. C'est pas juste dire je mets du VCF pour mettre du VCF, c'est mettre du VCF et l'exploiter mais
pas juste la partie licence. Vous l'avez vu, effectivement, et on va aborder cette question-là après. Si on n'aborde que sur la partie licence, bah, ça intéresse peu de monde. Mais avec la vérité technique derrière et la capacité d'accompagnement que représente ELIAC, ça peut être, et je suis même persuadé que c'est un bon pari. Et effectivement, quand on regarde à 4 acteurs, parce que vous, nos clients, bah, ça reste vous qui définissez les priorités métiers, tous vos besoins. Vous restez maître de vos données, de votre cloud et de votre trajectoire IT. C'est votre schéma directeur qui fait que nous pouvons articuler avec VMware. Nous avons transformé cette vision en architecture concrète. On va parler intégration, on va aller chercher la performance, l'adoption, la réussite du projet en tant que tel. Et grâce à Arrow, Mickaël est ici présent, on va apporter de la cohérence, la lisibilité continue dans le modèle VMware qui peut évoluer, qui peut avoir des petites mises à jour. Là, on vous parlait effectivement du renommage de quelques briques. C'est des mises à jour qui sont, voilà, la feuille de route technique, elle est conséquente. On voit Fleet Management qui a beaucoup évolué. Ce sont des choses qu'on peut appréhender assez rapidement pour, via un workshop, de dire il y a une nouvelle fonctionnalité. Mickaël se fera un plaisir d'aborder le sujet parce que non seulement il aime ça, mais en plus il le maîtrise. Donc il faut pas hésiter sur le sujet. Et bien sûr, VMware pose sa feuille de route, comme on l'a dit, et en capacité de nous accompagner également. C'est-à-dire que les commerciaux VMware vont être en capacité de vraiment travailler aussi la picture sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va parler de projets complexes où j'ai un petit peu de VxRail à droite, à gauche, j'ai un workload pour faire du VDI, j'ai un workload pour gérer ma production. Et comment je vais faire cet amalgame? Et j'ai un bout en V8, j'ai un bout en V9, j'ai un bout en vSAN. Cette vision globale, on peut l'architecturer et derrière, on peut vraiment la transformer et la travailler avec VMware, mais aussi sur le plan technique. C'est-à-dire qu'on est capable aussi de challenger VMware pour dire là, j'ai un cas d'usage, j'aimerais que vous le planchiez avec nous. Et là, d'un seul coup, c'est pas vous tout seul face à votre feuille, c'est ELIAC avec Arrow et avec Broadcom qui travaillons sur votre projet. Très bien. C'est important parce que la définition du besoin avec le client, l'adaptation, le fait que les réponses soient vraiment liées à l'évolution du métier pour faire du client la priorité, ça reste la priorité d'ELIAC, bien sûr, et d'Arrow sur la technologie VMware. Si on doit retenir quelque chose, on peut investir sur la durée. C'est-à-dire se dire, excusez-moi, on peut aller sur 5 ans, on peut aller sur 3 ans, sur des choses simples. On optimise et on vous accompagnera. Il ne faut pas voir que par le prisme licence. On vous a parlé de TCO sur la partie infra. On peut s'appuyer sur votre infrastructure existante pour la mener jusqu'à son bout et jusqu'à son terme, et après envisager un renew d'infra en faisant de l'optimisation. Et bien sûr, on peut garder une valeur technique affirmée parce que VMware aujourd'hui, si on prend tous les concurrents du marché cumulés, on n'arrive pas à la hauteur technique de ce que peut vous apporter une solution comme VMware. Et donc ça, on est en capacité de vous intégrer, d'intégrer cette solution, vos solutions, pardon. Et donc, ce qui le montrera du jour, c'est de dire qu'on peut vous accompagner sur l'ensemble du cycle, comme on l'a montré tout à l'heure, de la conception jusqu'à l'exploitation. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces éléments très intéressants. Nous arrivons à la fin de notre présentation. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes, mais nous allons maintenant passer aux questions que j'ai vues dans le chat, très intéressantes. Donc, une première question qui concerne les tarifs, le licensing. Donc, je pense que cette question, je peux y répondre, hein. Aujourd'hui, oui, bien sûr, on peut vous fournir des tarifs. Par contre, les tarifs sont liés aux besoins et à l'architecture du client. Donc, il existe des tarifs standards publics, mais je pense que le mieux, c'est quand même de regarder où vous en êtes, de faire un état de votre parc et de vous envoyer les tarifs adaptés, ou plus d'ailleurs, plusieurs devis si c'est possible, ou en tout cas plusieurs options financières qui peuvent répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire ou à nous le mettre dans la petite enquête pour qu'on puisse vous rappeler et discuter de ce sujet-là en spécificité. Peut-être quelque chose à rajouter, Philippe, sur cette question, ou c'est bon? Non, tu as parfaitement répondu. Parfait. Alors, on va passer aux questions plus techniques. Alors là, je ne m'aventurerai pas. Est-il possible de déployer
une infrastructure composée de vSphere, vSAN, vCenter ou uniquement vSphere, vCenter sans mettre en œuvre l'intégralité de la stack VCF et ce malgré l'achat de la licence VCF? Je vais y répondre. Vas-y. Merci. Donc, c'est une question pertinente. Je dirais que, alors, vous pouvez, mais il faut à condition de mettre VCF Operation. En fait, les gestions des licences sont impératives sur VCF Operation. Après, en fait, que vous achetez du VVF ou du VCF, enfin surtout du VCF, quand vous achetez du VCF, vous pouvez très bien déployer votre environnement en VVF. Mais c'est malheureux de prendre du VCF et de déployer ça en VVF. Maintenant, la stack obligatoire en VVF, c'est le Operation. Et la stack obligatoire en VCF, vous devez avoir obligatoirement installé donc NSX, VCF Operation, le Fleet Manager, le collecteur, bien sûr, et l'ensemble de la stack vSphere. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Tout dépend en fait de votre déploiement et votre besoin, je dirais, derrière. Mais Après, on peut installer effectivement les briques sans les exploiter. Il suffit juste voilà, de les configurer bêtement, mécaniquement, et on ne les exploite pas. On reste sur la voilure première. Oui, alors après, Nonobstant Operation. Ouais, alors attention, parce qu'il faut savoir que ça prend des ressources, même si voilà, il y a quand même une prise de ressources au niveau mémoire, au niveau des CPU, etc. Du coup, si on achète du VCF et on veut le déployer en VVF, on peut, mais c'est un peu dommage de ne pas utiliser l'ensemble de la stack alors qu'on a du VCF en place. Mais par contre, comme je vous dis, hein, le strict minimum sur le VVF, c'est Operation. Sur le VCF, ça demande plus de stack, sachant qu'en fait sur le VCF, c'est un minimum de 3 nœuds en simple et un minimum de 4 nœuds en haute dispo. Mais si je peux me permettre, ça veut dire qu'on peut installer, enfin on n'est pas obligé d'utiliser, mais on est obligé d'installer? Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Exactement. Voilà, on est obligé d'installer puisque justement il y a un besoin de ressources par rapport justement à la partie VCF, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. Après, voilà, c'est dommage de ne pas pouvoir utiliser ou de ne pas essayer de l'utiliser dans son environnement, puisque ça apporte justement un beau bénéfice. Alors après, j'ai une longue question. Donc, je vais vous la lire. Je ne vais pas me permettre de la changer. Je vais la lire strictement. Comment migrer vers VCF 9 lorsque les souscriptions VCF 8 pour vSAN sur VxRail, achetées en 2024 et 2025 pour 5 ans, ont des dates différentes espacées de 6 mois? Comment mettre à niveau un cluster VxRail avec du matériel supplémentaire en tenant compte des diverses dates de souscription VCF? Exemple, ajout de nœuds VxRail dans 3 ans, quand il reste 2 ans de souscription VCF du premier achat VxRail en 2024. Ça, c'est de la question. Oui, exactement. Bonjour J'ai envie de dire Camoulox, mais c'est pas le moment de le dire. C'est une très bonne question parce que c'est une question qui mixe c'est un cas d'usage. C'est typiquement un cas d'usage. Le système de licensing, donc c'est intéressant. Non, c'est intéressant. Alors il y a la première chose. Déjà sur VxRail, déjà vérifier que son matériel est compatible V9. Ça, c'est la première chose. Donc sur le Compatibility Guide de VMware, donc il y a un site qui vous permet de vérifier donc votre environnement s'il est compatible, sur la partie CPU ou la partie serveur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc ça, c'est plus sur l'aspect contractuel. Effectivement, quand vous allez avoir une licence, un exemple qui a 2 ans de souscription, vous rachetez donc des nouveaux cœurs de, je sais pas moi, 1 an en plus, qui sont dissociés de vos 2 ans que vous avez eu auparavant. Ça peut poser problème sur pour agréger donc ensemble, pour mixer ces licences ensemble, pour l'agréger sur un cluster, pour les additionner, ça peut poser problème. Donc ça, c'est plus sur l'aspect commercial, sur l'aspect contractuel. Donc faut voir avec le commercial directement, avec Eliac et avec Broadcom, pour unifier un petit peu plus les contrats. Afin de donc ça veut dire qu'il faut reprendre l'ensemble des éléments de la question et regarder précisément toutes les options qui s'offrent aux clients dans ce cadre-là. Oui, d'un point de vue technique, tout est faisable. Mais effectivement, il y a le coterminus, il y a toutes les parties prenantes, les engagements qui étaient historiques en OEM, qui sont repartis en souscription. Donc, il y a tout un boudi-boulga, je reprends encore une expression tierce, mais qui a mené, qui est propre à chaque cas. Parce que je dis, comme on a beaucoup de clients VxRail, je peux vous dire, chaque cas
il y a des choses qui se ressemblent, mais chaque cas est un cas unique à traiter. Donc, intellectuellement, c'est très sympathique. Il y a besoin de cravacher. Et effectivement, tu en parlais tout à l'heure, la partie commerce, elle est prédominante parce que c'est là qu'on va travailler. Ça va être le nerf de la guerre pour sécuriser cette partie, arriver à faire du coterminus, à trouver à avoir la bonne stratégie. La bonne réponse, c'est appelez-nous. On va travailler votre projet de manière concrète. Ouais, J'ai juste toutes les équipes sont à disposition chez ELIAC, à la fois les équipes licensing, mais aussi les équipes architecture, et on travaille de toute façon de concert pour faire en sorte que la réponse soit la plus adaptée. J'ai juste une dernière, justement, dernière chose sur votre environnement. Donc, pour migrer déjà en version de 8 à 9, vous avez ce qu'on appelle le VCF Installer qui est à télécharger sur le portail Broadcom. C'est un OVA en fait que vous avez plugué sur votre environnement et vous allez justement pouvoir justement migrer ou installer une nouvelle architecture grâce à ça, donc de manière un peu plus simple. Je vais revenir sur la partie contractuelle avec vos contrats qui sont avec des dates différentes. C'est vrai que quand il y a des dates différentes, la problématique qu'on va voir, c'est de mixer ces licences. On ne va pas pouvoir mixer, un exemple, une licence qui a 6 mois, une licence qui a 2 ans. Donc ça, il faut voir après sur la partie contractuelle, comment faire pour justement unifier, je dirais, les dates pour pouvoir mixer ces licences et les agréger sur le même cluster. Merci pour ces éléments. Alors, justement, on a une petite question. Comment migrer une souscription vSphere Enterprise Plus vers VVF ou VCF pour ne pas rester en V8? Alors oui, la V8 donc arrive enfin à octobre 2027, donc il faut se préparer donc aux nouvelles migrations. J'en parlais précédemment, donc en fait il faut avoir bien sûr, faut acheter la licence qui correspond, donc VVF ou VCF. Une fois que vous avez acheté ces licences-là, vous avez ce qu'on appelle un VCF installeur, donc c'est un OVA qui va vous aider à migrer simplement en fait votre environnement. Après, attention, voilà, faut pas faire ça n'importe comment, mais ELIAC peut vous accompagner, on peut vous accompagner Tout à justement fait. sur la migration. Moi, j'ai un cas d'usage qui était sympathique, une mairie qui avait un petit workload, allez, un petit PCA avec deux baies de stockage de PowerStore et 6 hyperviseurs répartis dans 2 salles. Intégration en vSphere 8 à l'époque. Effectivement, d'emblée, ce client a souhaité dire moi, je veux passer en 9 dès que vSphere 9 est sorti. Ça a été, comme l'environnement était propre et que tout allait bien, on fait exactement comme tu as dit, le VSF Installer, on est monté, on a cherché les licences, ça s'est fait très sincèrement en 2 jours de travail, documentation à l'appui, transfert de compétences. On était capable de migrer cet environnement qu'on nous avions nous-mêmes intégré au préalable, hein. C'est pour ça qu'on était dans la continuité et ça s'est fait assez facilement. Voilà, un pan, puis l'autre pan, et tout était intégré et tout était migré. Là, dans le cas du client, c'était sur une couche, comme l'une des précédentes questions, juste un vSphere et un VMware dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y aura une intégration NSX. Dans un troisième temps, il y aura d'autres éléments qui viendront se greffer. Mais l'idée là, c'était pour lui de dire, je vais faire du vSphere 9, mais sur mon infra existante. Donc, je vais faire vivre ma baie jusqu'à son terme. Et après, je vais pouvoir agréger d'autres choses. Et ça s'est fait assez facilement. Je dirais que c'est presque un des cas d'usage assez facile à traiter, surtout si on s'y prend maintenant, parce que la deadline, comme tu l'as fortement fait remarquer, Michael, c'est octobre 2027. Donc, il faut prévoir effectivement maintenant pour vos budgets de l'an prochain. Effectivement. Alors, une petite question sur le nombre minimum de CPU. Est-ce qu'il y aura une contrainte sur le nombre minimum de CPU? Et après, j'ai encore une autre question. Donc, Alors Ouais, moi, oui, je non. vais aller plus loin, je vais la compléter, et ça, Mickaël en avait parlé. ouais. Effectivement, on se dit VCF, 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 bon, on est d'accord, on va dire tout de suite, si j'ai 40 VM et deux hosts, forcément, c'est pas forcément la situation la plus adaptée. On va dire qu'on devient cohérent à partir de combien d'hosts? On en À parlait partir tout à de l'heure. 3. Donc en fait, on Voilà. peut faire du VCF à partir de 3. Donc on a parlé en mode simple, ce que appelle donc VMware le mode simple, donc c'est 3 hosts. Bien sûr, hein, il y a des prérequis à avoir, hein, puisque en fait, on va installer ce qu'on appelle le domain management. Et après, si on veut de la haute dispo, on va aller sur 4 hosts.
En fait, tout dépend de l'usage en VCF. Un exemple, je veux mixer mon domaine management et mon workload, donc ma prod et mon environnement management. Je vais aller plus en termes de sécurité sur 4 hosts pour avoir de la haute dispo. Par contre, je veux dissocier mon domaine management du workload domaine. Un mode simple est largement suffisant. On peut très bien mixer donc le domaine management et workload. Après, quand vous avez de la prod, en termes de sécurité, c'est quand même plus sympa d'avoir de la haute dispo sur 4 hosts que voilà. Et de facto, on est donc sur 3 hosts, Mhm. et donc on est à 16 cœurs minimum par host. Donc, Alors, non, la partie CPU, c'est différent. Les 16 cœurs, en fait, c'est toujours sur la partie licensing. Alors, j'ai plus ouais. en tête, désolé, hein, j'ai plus en tête le minimum prérequis, mais il y a un minimum prérequis, hein, bien sûr, hein, sur la partie mémoire, alors sur la partie CPU, sur la partie disque, etc. Tout, Ouais. donc il y a quand même un minimum prérequis. Ça, faut regarder dans les KB. Les KB, on peut les fournir, c'est pas un problème. Ouais. Mais il y a un minimum prérequis qui est beaucoup moins lourd sur la partie VVF. VVF nous demande moins d'exigences par rapport à la partie VCF. Il y a Ouais. aussi une exigence, pareil, sur la partie, je dirais, sur la partie storage aussi, qu'il faut prendre en compte sur la partie VCF. Alors maintenant, on passe à un petit peu de prospective parce que c'est vrai que dans le licensing, on sait tous que, et je particulièrement, que les changements sont très, très, très réguliers et que les évolutions des éditeurs dans leur fonctionnement changent régulièrement. Donc la question, c'est quel est selon nous l'avenir de VVF? Parce qu'il y a plusieurs articles qui mentionnent sa disparition prochaine dans certaines régions, notamment Alors, IMI. en préambule, je le dis tout de suite, aujourd'hui, on peut faire l'engagement à 3 ans de VVF. Donc, si le produit allait disparaître, il serait resté avec un engagement à 1 an. Aujourd'hui, on a un multi-year possible. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et donc, effectivement, on se dit que Multi-year, 3 ans. multi-year 3 ans, c'est-à-dire que potentiellement, on a encore 3 ans de VVF. Si on reste sceptique et pessimiste par rapport à cette partie-là. On le voyait comme la continuité vraiment de l'Enterprise Plus et plus, pour reprendre effectivement ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure. On peut le voir aussi comme un VCF Lite. Effectivement, j'ai pas de VSAN, je peux avancer. Aujourd'hui, c'est quand même la clé de voûte pour le cas d'usage qu'on parlait tout à l'heure avec Mickaël, c'est-à-dire j'ai mon infra, j'ai ma baie de stockage qui marche très bien, mes hyperviseurs qui sont compatibles, et je suis encore pour 2-3 ans. La partie VSAN, l'hyperconvergence, je vais peut-être y retourner après, et puis je vais peut-être avoir un développement à rajouter mes workloads. Donc j'ai peut-être qu'un besoin VVF dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que là, on en discutait aussi. Cette partie ne peut pas s'adresser dans un premier temps VCF en installant que la partie ce dont on a besoin pour grossir après. Donc moi, à mon sens, ce VVF, voilà, si l'éditeur nous permet de nous engager sur 3 ans, c'est pas qu'il est écrit dans la roadmap pour une sortie imminente. Très bien. Alors, une petite question sur peut-on encore acheter de la licence VVS? VVF, faut savoir qu'il y a, comment dire, la V8 s'arrête à octobre 2027. Ouais. Donc du coup, on va avoir un arrêt des licences standard et Enterprise Plus. Clairement, aujourd'hui, on est sur du vSphere Foundation, du VMware Cloud Foundation et du VMware Cloud Foundation Edge. Mm. Donc du coup, c'est plus sur ce 3 types de licences qu'on vous a mentionné, qu'on vous a présenté, où VMware, enfin Broadcom, s'oriente. Donc il y aura une disparition des licences standard et Enterprise Plus, puisque la V9 en fait s'oriente vraiment sur un autre type de déploiement, un autre type d'environnement. La V8, enfin tous ceux qui seront en V8 en standard en Enterprise Plus ne pourront pas migrer malheureusement en V9. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, un client qui a déjà dans son architecture ce type de licence ne peut pas encore en rajouter. Il est obligé quand même de switcher sur les 3 dont tu as parlé en début de présentation. Exactement. Donc un exemple, une personne qui sera en Enterprise Plus ou en standard devra au minimum switcher sur du VVF. OK. Et sur une infra vSphere standard, vers quel type de licence puis-je continuer? VVF. Voilà, VVF. C'est le minimum aujourd'hui au niveau licence sur la partie donc Broadcom VMware. Ah ben, parfait. Donc, c'est le minimum. Très bien. Alors, on a aussi quelques questions sur les prix. Donc, comme je disais préalablement, oui, on peut donner des prix, mais aujourd'hui, les prix sont vraiment alignés on va dire, aux architectures clients. Le prix standard ou le prix, entre guillemets, public, c'est pas quelque chose aujourd'hui sur lequel
on se base, mais néanmoins, on peut avoir du prix standard ou du prix public sur certaines licences. Ah, j'ai une autre petite question qui vient d'arriver, donc je reprendrai les prix après. Est-ce que cela veut dire, donc reprenons la question, que la migration de standard en foundation, c'est un coût qui est multiplié par 4,5? Alors, c'est pas comparable. On n'est pas sur le même type de produit. À savoir que dans le standard, déjà, vous n'avez pas de DRS, vous n'avez pas de VM encryption, vous n'avez pas toutes ces choses-là. Je peux comprendre hein, que peut-être vous n'avez pas forcément besoin de ces fonctionnalités, mais c'est pas comparable en fait entre du vSphere Foundation en termes d'utilisation, en termes de fonctionnalité, en termes de performance. On ne peut pas comparer du standard à du Foundation. C'est deux choses différentes. Oui. Voilà. Mais effectivement, classiquement, on en parle, et c'est souvent ça, c'est des cas qu'on rencontre sur le terrain. J'avais un kit essentiel en mode public, ça me coûtait rien. Et là, d'un seul coup, si je veux continuer sur tous mes petits sites, là, effectivement, il faut que je fasse du VVF. La stratégie, je vous l'ai dit, effectivement, en dessous de 150-200 VM, oui, le surcoût va être conséquent, sauf si on adresse et qu'on se dit, tiens, je vais pouvoir faire du memory tiering, je fais un renouvellement d'infra à côté, je vais aller chercher toutes les fonctionnalités autour du TCO qu'on a évoqué. Si on prend que le prisme de licence, oui, ça sera plus cher. On le sait, mais le but du jeu d'aujourd'hui, c'est de dire, il ne faut pas regarder que par le prisme de licence. Parce qu'effectivement, je pars d'un standard. Le standard, c'était bien. Il y avait même des ESXi gratuits. On en mettait à droite à gauche pour mettre des petites VM Witness ou ce genre de choses. Aujourd'hui, elles sont incluses dans les packages. C'est cette vision-là historique de VMware. Oui, je pense qu'on peut en faire son deuil. Ça, vous l'avez compris, c'était pas le but du webinaire. L'idée, c'était vraiment de se dire sur VVF, donc avec, comme tu l'as dit, Mickaël, il y a le DRS, il y a la partie encryption, il y a du chiffrement. Donc, on va apporter de la valeur technique et on va utiliser tout le potentiel du vSphere en version 9. La version standard, en version 7, même en version 6, en version 8, oui, elle avait ce côté assez sympathique de ne pas être cher et on pouvait l'adresser, on adressait tous les workloads. Aujourd'hui, le parti est pris de dire, pour ces petits workloads où vous avez 10, 15, 30 VM, oui, vous pouvez regarder sur une alternative. Maintenant, si vous avez une dizaine de petits workloads comme ça dans votre site composé, vous avez un site central, la solution, c'est peut-être de mettre un VSF central et habiller ces petits sites en VSFE. Et là, on va gagner sur la totalité de votre infrastructure, de votre écosystème, l'économie sur le long terme. Alors, on va prendre une dernière question. Et Vas-y. c'est sur s'il vous plaît, vous pouvez rappeler les dates de fin de commercialisation et de prise en charge du support pour les licences historiques. C'est vrai que c'est une question importante. Ce sont des éléments qui impactent les architectures des clients et aussi leur évolution et certainement les budgets pour pouvoir les prévoir sur les années qui arrivent. Oui. Alors sur la fin alors j'ai pas la date de fin de commercialisation. Normalement, je crois que alors je n'ai pas la date, donc je vais pas vous dire de bêtises. Par contre, sur la On pourra partie, les envoyer à posteriori. oui, bien sûr. Par contre, sur la partie support, octobre 2027, donc 27 octobre 2027. Voilà. Clairement, on arrive sur la fin de Standard et Enterprise Plus, quoi, sur la partie V8. Pas d'extended support comme chez d'autres éditeurs? Je crois qu'on y est déjà. Ouais, on est en fin Il y en a qui ont fait support. de l'extended, hein, donc c'est pour ça que je me permets de poser la question. J'espère que ça intéresse aussi tous nos clients connectés. Bon, eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Alors, comme indiqué au début, je vous le rappelle, vous avez un petit QR code et nous vous remercions par avance pour vos réponses et à notre questionnaire de satisfaction. Et vous recevrez, dès que vous l'aurez rempli, bien sûr, la présentation qui a été déroulée aujourd'hui. Vous avez eu les réponses d'ailleurs dans le chat. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous en avez appris plus avec nos experts. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne journée. À bientôt, surtout pour notre prochain webinaire. Bonne journée. Merci. Au revoir.